La boule de feu explose à une dizaine de mètres de vous, projetant en l'air des éclats de roches incandescentes et générant une fumée opaque. Au sein de cette fumée apparaît Morgul, le malfaisant que vous avez traqué pendant toutes ces années. Il pointe des doigts tordus dans votre direction, son visage se fige en un rictus cruel, et alors il commence à prononcer une horrible incantation annonciatrice d'un sort maléfique. Que faites-vous? Il faut arrêter Morgul avant qu'il ait fini de lancer son sortilège. Donc, je dégaine mon épée et je fonce dans sa direction en marchant sur les gravats et je fonce sur lui pour l'attaquer et je vais sortir ma deuxième épée en marchant aussi. Hop. Initiative. Ah oui, l'initiative. Ah oui, bon, alors, l'initiative. Allez, je fais mon jeu d'initiative. Allez, 18. C'est bon, je peux attaquer Morgul en premier. Ok, c'est donc au guerrier d'agir en premier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je t'ai dit, je fonce vers Morgul, je dégaine mon épée, et puis je vais dans sa direction pour le larder à coup d'épée, et puis je sors ma deuxième épée en fonçant vers lui. Comme ça, je pourrais faire 2 attaques. Hop. Alors, attends, donc du coup, tu as 2 armes, hein, c'est ça? Oui, j'ai 2 épées. J'ai une épée là, et puis j'ai une épée là. J'ai 2 épées. Bon, ok, alors, tu peux dégainer ta première épée pendant ton action d'attaque. Par contre, dégainer ta deuxième épée, ça va te demander de faire l'action utiliser un objet. Et alors? Ben, tu peux pas, puisque tu es en train d'utiliser l'action attaquer. Donc tu peux pas en même temps, dans le même round, utiliser l'option utiliser un objet. Ah, je peux pas dégainer ma deuxième épée pendant que je fonce vers Morgul, c'est ça? Et pourquoi? Alors, page 190 et 193 du manuel des joueurs. Regarde, c'est écrit, moi je veux pas... Donc quoi, utiliser l'action, utiliser un objet pour dégainer ma deuxième épée? Pour pouvoir attaquer Morgul? Alors par contre, en y réfléchissant bien, tu pourrais utiliser ta capacité de sursaut d'activité, ta capacité de guerrier. Parce que grâce à ça, tu as une action de plus dans ton tour. Écoute, tant pis pour la deuxième épée. Je fonce sur Morgul et j'efface ce sourire à grand coup d'épée. Parce que là, ça commence à bien faire. Alors, je bouge ma figurine. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, j'arrive pile devant Morgul et je place mon jet d'attaque. Encaisse, Vénette. Hop. Comment? Je suis au close, je l'explose. Tu oublies les gravats, j'ai dit qu'il y avait eu une explosion. Et quoi encore? Terrain difficile. Chaque case que tu vas parcourir va te coûter 1 mètre de plus. Et mon Vénette Alors donc du coup tu te retrouves là, donc à mi-chemin de Morgul le malfaisant. Ouais, donc ah oui, mais tu pourrais utiliser l'action se précipiter, ça va doubler ton mouvement. Ah oui, non mais en fait du coup si tu fais ça, tu peux pas attaquer dans le même round. Et alors oui, attends 2 secondes, bouge pas. Non mais je suis persuadé qu'en fait oui. D'accord, le guerrier, rassemblant ton courage, tu fonces en direction de Morgul, le malfaisant, qui se trouve nimbé de cette fumée opaque, noire. Pendant que tu traverses ces gravats qui se sont accumulés devant toi, tu dégaines ta première épée. Lorsque tu arrives face à Morgul, sur ce terrain glissant, eh bien, tu sors ta deuxième épée et te voilà prêt à entamer le combat avec le sorcier, dont l'énergie est en train de crépiter au bout des doigts. Alors à cause du terrain, ta première attaque va s'effectuer en désavantage. Mais le moment est venu de ne pas faiblir. Fais-moi ton jet d'attaque. Alors qui n'a pas vécu ce genre de scène en partie de jeu de rôle? Il y a une différence majeure entre les deux façons de gérer la même situation. Dans un cas, on a joué à un jeu et la mécanique des règles a pris le pas sur le plaisir qu'il y avait à jouer. Et dans le deuxième cas, nous avons vécu une histoire et la mécanique des règles est venue en soutien à la narration du maître de jeu. Ce sont 2 expériences
différentes. Alors cela ne signifie pas qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de jouer, mais si comme moi, vous aimez le style plus immersif, le style de maîtrise qui amène à mettre les règles au service du jeu et non pas l'inverse, le style de jeu qui permet aux joueurs de véritablement briller, de mener des actions d'éclat, de vivre véritablement des aventures hors normes, alors sachez qu'il y a des moyens d'y parvenir. Cela nécessite de bien connaître les règles du jeu pour mieux s'en affranchir. Au lieu de bien connaître les règles du jeu pour mieux les imposer. Ce sont deux choses totalement différentes, deux philosophies totalement différentes. Et de mon expérience, en plus de 30 ans de Donjons et Dragons, eh bien j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de maîtres de jeu adoptant le style où on impose les règles plutôt que le style où les règles sont mises au service du jeu. Donc, je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de jouer. Le plaisir dans le jeu dépend d'un équilibre subtil que chaque maître de jeu va trouver avec ses joueurs. Et s'il y a consensus et que tout le monde s'amuse à la table, c'est très bien. Je dis juste que ce n'est pas ma façon à moi de m'amuser. L'aspect wargame de Donjons et Dragons n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement l'action, le rythme que le maître de jeu va pouvoir donner dans sa narration, même dans un combat. Car le combat, c'est la partie du jeu où l'aspect technique des règles va le plus s'exprimer. Alors, comment on en est arrivé à ça? Dans les règles originelles de Donjons et Dragons, le maître de jeu disposait d'une très très grande latitude sur l'interprétation des règles. Le guide du maître était d'un secours médiocre, et le maître de jeu était obligé de composer avec une foultitude d'informations pas toujours claires, pas toujours bien organisées et pas toujours bien traduites. Mais pour autant, cela n'enlevait rien au plaisir du jeu. Le maître de jeu était bien plus qu'un arbitre, c'était un facilitateur et un raconteur d'histoires, même à Donjons et Dragons. Petit à petit, le jeu a glissé vers une dimension beaucoup plus codifiée. Depuis la 3e édition, depuis le rachat de Donjons et Dragons par Wizards of the Coast, le jeu a acquis une dimension combinatoire extrêmement importante. Avant, eh bien, on parlait essentiellement des gros billes. Le gros bill, vous savez, c'est ce joueur en fait qui adore amasser des objets magiques pour être le plus puissant du jeu. Tout le monde a entendu parler des gros billes du nom de l'un des joueurs qui se trouvait à la table de Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons. Eh bien, aujourd'hui, depuis Donjons et Dragons 3e édition, eh bien, on ne parle plus trop de gros billes parce que les objets magiques ont cédé la place à un autre élément combinatoire du jeu qui sont les dons. Donc là où avant les joueurs qui cherchaient la puissance pour leur personnage eh bien, traquaient les objets magiques les plus puissants, aujourd'hui les joueurs sont en train de traquer les combinaisons les plus optimales entre races, classes, objets et dons. Car ce sont les dons qui, de mon point de vue, ont rajouté cette dimension extrêmement combinatoire et qui est l'héritage de Magic the Gathering, selon moi, puisque Wizards of the Coast était l'éditeur du fameux jeu de cartes à collectionner, où chaque carte entre en combinaison avec d'autres cartes pour créer des effets. Eh bien, je trouve qu'on retrouve cet aspect-là, on retrouve un peu cette philosophie combinatoire depuis que les dons ont été intégrés à Donjons et Dragons. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, je le répète, certains utilisent les dons et se régalent. Pour autant, je trouve que les dons, du coup, écartent le joueur de cette dimension holistique, narrative que moi j'affectionne et que vous affectionnez peut-être. Maintenant, là où avant le maître de jeu eh bien, devait faire ses propres règles à la volée, là où il devait décider à la volée, eh bien maintenant, en quelques minutes, on peut poser la question sur les réseaux sociaux au concepteur même du jeu. Et vous avez donc des Mike Mearls ou des Chris Perkins ou Jeremy Crawford qui sont les concepteurs du jeu Donjons et Dragons 5e édition chez Wizards of the Coast et qui vont répondre et donc clarifier un point de règle. Donc du coup, maintenant les règles s'opposent en quelque sorte au maître de jeu.
Alors en fin de compte, mon message s'adresse à tous ces joueurs qui n'osent pas passer de l'autre côté de l'écran parce qu'ils sont intimidés par la masse de règles qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser pour pouvoir animer une partie de Donjons et Dragons. La vérité ne saurait être plus éloignée de ça. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes ces règles-là, vous avez juste besoin de connaître les quelques règles essentielles, l'avantage, les tests de caractéristiques, les spécificités du combat, mais qui sont très très simples, puisque tout est basé sur le dé à 20 faces. Une fois que vous avez cette connaissance globale des règles essentielles, vous pouvez vous lancer et n'ayez pas peur de vous approprier les règles. Si vous hésitez sur un point de règle, eh bien, ce n'est pas grave, improvisez, prenez l'habitude d'improviser. N'interrompez pas votre jeu pour aller feuilleter le manuel des règles, le guide du maître ou le manuel des joueurs, mais faites un jugement à la volée, quitte à revenir après la partie sur l'élément de règle qui vous a posé problème. Deuxième conseil, lorsque vous préparez votre scénario, que ce soit un scénario du commerce ou un scénario que vous avez écrit, regardez les spécificités de votre scénario. Si votre scénario se passe, s'il prévoit par exemple des affrontements à cheval, eh bien revoyez les règles de combat montées. S'il y a des scènes qui se passent sous l'eau, eh bien relisez les règles sur la noyade. Si dans votre scénario vous prévoyez à un moment donné une scène où il y a un incendie, relisez les règles concernant les chaleurs extrêmes. Tout ça est dans le guide du maître. Préparez-vous, c'est ça la clé. La clé, c'est la préparation. Il faut savoir que dans les années 70, 80 et même 90, il y avait des tournois qui existaient. Donc les scénarios étaient écrits pour ce genre de tournoi. Par exemple, Tomb of Annihilation, un des plus célèbres, a été écrit par Gary Gygax et a été joué dans des conventions. Là, la donne est différente. Dans la mesure où on est dans une sorte de compétition, il y a besoin effectivement d'un terrain neutre, d'un ensemble de règles qui fassent consensus, puisque on va avoir un classement avec des joueurs, des maîtres de jeu qui seront notés, puis classés. Donc effectivement, là, le respect strict des règles s'entend, mais on est dans une démarche compétitive qui est le reflet d'une pratique de Donjons et Dragons qui est maintenant révolue. Enfin révolue pas tant que ça, puisque beaucoup encore ont gardé ce réflexe de la convention dans leur esprit et ont cette espèce de réaction un petit peu épidermique lorsqu'il s'agit de toucher à des règles du jeu ou à émettre des règles maison. Mais tant que vous n'êtes pas dans un contexte de convention, les règles vous appartiennent et vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez tant que ce que vous faites, ce que vous proposez emporte l'adhésion de vos joueurs et amène tout le monde à s'amuser et à passer un bon moment. J'ai un conseil à vous donner, essayez de jouer à Donjons et Dragons 5e édition sans les dons. Je vous rappelle que les dons, c'est une règle optionnelle. Vous verrez que vous allez déjà vous approprier beaucoup plus facilement le cœur des règles essentielles, quitte ensuite à revenir à cette dimension-là. Mais vous verrez par la pratique que instantanément, les dons vont vous amener à utiliser des figurines, à utiliser un plateau, à troquer ce qui peut être imaginé par une représentation physique du jeu. Et surtout, ne vous sentez pas obligé de connaître toutes les règles. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles du jeu pour pouvoir passer un bon moment et être un très bon maître de jeu à Donjons et Dragons, et c'est d'ailleurs valable quel que soit le jeu de rôle. Donc je vois beaucoup trop de gens qui hésitent à devenir maître de jeu. N'hésitez plus, allez-y, foncez, et vous allez voir que l'autre côté de l'écran est véritablement un endroit extraordinaire, puisque c'est un endroit où vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité, et les règles seront à votre service plutôt que vous au service des règles. Suivez ce simple conseil et laissez-vous aller et vous verrez que vous allez passer un formidable moment. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt, et si vous avez d'autres conseils, si vous avez d'autres demandes, eh bien n'hésitez pas à les formuler, je lirai tout ça avec très grande attention. Allez, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.